Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et puis vous êtes tranquillement installés afin de passer 1h30 avec nos amis sur le plateau. Nous commencerons avec Maître Philippe Saint-Cyr. J'aime à l'embêter, voilà, j'aime ça quand il dit. Je comprends pourquoi j'ai dit ce titre de maître. Bon, alors je vais changer. Avec alors, vous avez passé un excellent moment avec nous et je commencerai donc par le professeur. Par qui ça, le président de l'université. Non, mais au-delà de ça, le formidable Philippe Saint-Cyr. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci Mano. Bonjour et bonsoir à toutes les téléspectatrices, tous les spectateurs et nos amis de la technique. Merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et avant d'oublier, ça et de temps en temps, ça m'arrive d'aller faire un petit tour et je marche du côté de DJ. Je rencontre des gens qui me font leur observation sur l'émission. Et je voudrais saluer ce couple que je rencontre chaque fois que j'y vais et qui me donne leur appréciation et qui me permet des fois de rétablir certaines choses, en tout cas de comprendre ce que le public comprend, aime dans cette émission. Et merci beaucoup à vous et puis à ceux qui nous écrivent aussi. Et on nous demande même des choses des fois que c'est pas dans notre possibilité. Par exemple, j'ai reçu de la part d'une dame de Guadeloupe un mail où elle me dit il faut faire comprendre à un tel que c'est pas possible qu'il se présente parce que ceci, parce que cela et patati patata. Donc c'est pour ça que j'ai pas préféré vous l'envoyer parce que je ne peux pas donner ce genre de conseil à ce grand monsieur. Voilà. Monsieur, bonjour Michel, comment vas-tu? Eh bien ça va. Nous essayons, nous bouclons un cycle qui a consisté à essayer d'informer nos lecteurs sur les enjeux de cette élection présidentielle pour nous Martiniquais, voilà. Et qui n'est au moins dans sa première phase, voilà, puisque ce n'est pas terminé. Oui, c'est sûr. Bonsoir Carole, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs, ainsi qu'à la technique, effectivement. Grégory, Manuela. Voilà. Je remarque que vous mettez toujours les téléspectatrices en avant les téléspectateurs, je ne sais pas, mais bon. C'est l'habitude de galanterie, mon cher. C'est une question de galanterie. Mais la galanterie n'est peut-être plus admise, hein, je ne sais pas. Il faut faire attention, là. C'est pas grave. Non, mon cher, tu es un dinosaure. C'est pas grave. Oh là. Bon. Bonsoir Valérie Vertal-Loriot, merci d'être avec nous. Rapproche un petit peu du micro, s'il te plaît. Oui, je suis ravie d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Très bien, tu représentes donc la Martinique, tu représentes aussi les femmes, tu représentes tous ceux Comme les hommes. Comme les hommes, voilà. Comme les hommes, tout autant. Voilà, ça c'est bien ça. Et avec nous aussi Charles Chamas. Bonsoir Charles, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et le rappel que je souhaiterais formuler, c'est que les élections présidentielles en Martinique et en Guadeloupe, c'est samedi. En Guyane aussi. En Guyane aussi, c'est samedi, il ne faut pas se tromper de jour. Oui. Et j'ai été surpris quand j'ai été invité à rejoindre un bureau de vote samedi, j'étais persuadé que c'était dimanche. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça. Bien. Alors un petit salut aussi à Bertrand. Oui, Bertrand-François Lubin. Bertrand-François Lubin et aussi à Béatrice Bellé, voilà, qui ne sont pas avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous avons parlé ça de la semaine dernière, des agents de sécurité qui ont été aspergés de produits. Et nous avons vu un reportage des REFO, enfin de Martinique la première, pour qu'on ne me traite pas de dinosaure, donc je veux dire Martinique la première, où cet agent parle et ça fend le cœur. Un garçon de 20 ans ou 24 ans, sa vie est foutue, quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois qu'on avait déjà été très clair sur le plateau la semaine dernière, hein, sur cette histoire-là. On commence par le juriste, peut-être. Oui, au niveau du droit, mais il faut que la justice passe. Ouais. Car ce type de comportement est, je disais, inexcusable, injustifiable. Et il faut absolument que de pareils individus soient sanctionnés. On ne peut pas admettre chez nous de pareils comportements dans un hôpital, qui plus est. J'espère que la justice passera. Et j'ai entendu certaines théories qui ont été avancées selon lesquelles notre société a toujours été particulièrement violente. J'avoue que cette analyse me trouble quelque peu, je ne le pense absolument pas. Mais là, c'est de la violence absolument condamnable et
il faut qu'il y ait des condamnations. Oui, Michel. Non, il y a effectivement dans la société antillaise une certaine violence. Bon. Je me référerai notamment aux écrits du docteur Péronette, qui était médecin légiste et qui a analysé les formes de la violence. Mais à l'époque, il y avait des causes. En particulier, il y avait malheureusement l'alcoolisme. Bon. Mais c'était une violence, c'était pas une violence préméditée, calculée comme le fait dont nous allons parler. Bon. Deboka Kagoumen, bon. Là, manifestement, pour pouvoir faire ça, il faut préparer. Il faut aller acheter le produit, il faut le préparer et décider de le faire. C'est ça qui... C'est la préméditation, quoi, en fait. C'est la préméditation. Bon. Puis la deuxième conséquence, quand même, bon, moi, j'ai ajouté la norme, je vais le redire quand même, la deuxième conséquence, c'est que ça a provoqué, en tout cas, un éclatement, on peut dire, de l'intersyndical, puisque la CGTM Santé et la CDMT Santé se sont retirés de l'intersyndical. Bon. Donc il y a une conséquence. Et qui a suivi FO qui s'était déjà retiré pour des faits de violence verbale, celle-là. Hein, des insultes en négociation face au patron. Et le gars de Fort-Rouillé, à l'entendre en tout cas. Monsieur Jean-Louis, je l'ai reçu ici. Il en a parlé. Il dit avoir reçu des insultes de la part de confrères de l'intersyndical. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes positions sur certains sujets. Bon. Et ça, c'est. Donc, le problème, au-delà même de la nécessité, comme dit Philippe, que la justice passe, il y a ce fait, c'est que ça a mis à mal le syndicalisme martiniquais. Parce que, au-delà de cela, ça met à mal la crédibilité du syndicalisme. Parce que beaucoup de gens, et je ne vais pas abuser de la parole, beaucoup de gens dans différentes corporations n'ont pas les moyens quelquefois d'entrer dans l'action. Mais on observe un phénomène depuis à peu près une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la grève par procuration. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire la grève, ou qui pour d'autres raisons, mais ils approuvent les mouvements sociaux. Et ça, pour approuver le mouvement social, il faut que les revendications soient justes et que l'action menée soit juste. Et ça veut dire que la crédibilité de l'action syndicale repose sur ça. Et pour avoir un rapport de force favorable, pour gagner, parce que le problème, ce n'est pas de faire grève, de faire action, le problème, c'est de gagner. Pour gagner, il faut avoir un rapport de force, d'abord physique, mais un rapport de force intellectuel. Bien. Voilà. Carl, sur cette histoire. J'ai une seule question. Est-ce que l'employeur dans une sécurité a porté plainte lui aussi? Parce qu'il y a une obligation de l'employeur de protéger ses salariés. C'est une question que c'est fait. C'est fait. Bon, très bien. Donc il faut que justice passe, point. Oui, mais au-delà de ça, même quand la justice passera, ce jeune homme risque de ne plus jamais voir, en fait. C'est surtout ça qui est le plus... C'est vraiment à reprendre. C'est un drame. C'est épouvantable, ce qui tout à fait. Et pourvu que ça serve d'exemple pour les prochaines grèves à venir et que de telles choses ne puissent pas se reproduire, que chacun prenne conscience que quand même on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Madame Valérie Viatal-Loriot. J'ai trouvé le témoignage de ce jeune homme-là, Marvin, là, extrêmement poignant. Extrêmement poignant. Il n'arrivait même pas à parler tellement il pleurait. Avec les yeux fermés, avec des lunettes, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est qu'on ne voit pas, c'est qu'il expliquait comment il n'arrivait pas à ouvrir les yeux, comment c'était difficile. Et je rejoins Michel sur un certain nombre de choses. Comment on peut accepter que dans notre pays Martinique, ce genre de choses-là se fasse et comment on peut comprendre que quelqu'un qui va à une manif puisse avoir dans son sac de la soude caustique. On sait bien que les conséquences de la soude caustique sur la peau, sur les yeux, etc. Comment on peut faire ça? Et je suis en même temps extrêmement triste de ta réflexion sur le syndicalisme et sa crédibilité. On sait bien à quel point le syndicalisme a une valeur importante pour moi. Je crois que la justice de la cause est quelque chose d'extrêmement important aussi pour les gens qui suivent les organisations syndicales dans leur combat, parce que pour la plupart du temps, les combats sont justes. On peut comprendre aussi la difficulté des personnes qui sont suspendues face à cette histoire de vaccin.
Cependant, on ne peut pas accepter que de telles choses se fassent dans notre pays. Ce n'est pas possible. Et je rejoins aussi Philippe, la justice doit passer et les responsables doivent payer. Et à mon sens, bien évidemment, je ne suis pas juge, je ne suis que professeur d'histoire, j'espère qu'ils paieront cher, parce que ce n'est pas acceptable de prendre la vue d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ouais. Ok. Charles? C'est très difficile de compléter ce qui a été dit, parce que je souscris à tout ce qui a été dit, à tous les commentaires. Bon, je vais y aller totalement. Je souhaiterais dire que, premier élément, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de m'identifier à cette expérience-là. Enfin, bon, moi, je me suis identifié à lui, je ne le vois plus, c'est la fin, quoi. C'est terrible. Deuxième élément, je sais que l'opinion publique a été parfaitement choquée. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai échangé sur ce sujet-là, sont franchement accablées pour lui, attristées de voir qu'effectivement, comme disait Valérie, ça s'est produit en Martinique. Et enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'aurais souhaité, en général ça se passe, hein, mais s'il y avait un mouvement de solidarité, je ne sais pas, parfois on fait un compte litchi, on fait quelque chose d'organisé, avec possibilité de verser, je ne sais pas faire, mais si jamais ça pouvait se faire, moi je contribuerais volontiers et je pense que je ne serais pas le seul, parce que la Martinique en général est solidaire quand il y a un drame, et ça pour le coup c'est un drame personnel qui est vécu particulièrement. Moi je vous dis franchement, les larmes me sont venues aux yeux quand je l'ai entendu, c'était vraiment terrible. Voilà. Bien, on va parler ce soir de beaucoup de tribunaux. Alors on va commencer, il y en a plusieurs histoires là. On commence par les juges d'instruction qui ont prononcé la fin des investigations le 25 mars, sans mise en examen. Là, on parle du chlordécone. On avait déjà un avant-goût, puisqu'il y avait des dossiers qui s'étaient égarés pendant le vol Martinique-Paris. Et là, maintenant, c'est un non-lieu. On se dirigeait vers un non-lieu. Non, c'est pas ça? Non, on se dirige peut-être vers un non-lieu. Okay? C'est pas encore le cas? Non, c'est pas le cas. Ça a été précisé. Non, l'information est terminée. Il y a eu un avis, n'est-ce pas, à ce niveau. Maintenant, c'est le juge d'instruction qui va décider d'ordonner un non-lieu. Mais je ne sais pas si on parle de cet aspect. C'est important quand même. Hein? Moi, le problème de la chlordécone, c'est un sérieux problème. Et j'ai l'impression que nous sommes comme un petit poisson rouge dans un bocal. Et nous tournons en rond. Je m'explique. Le problème de la chlordécone, effectivement, est un problème juridique. Chaque fois, on nous oppose la prescription. Bien. Mais je crois qu'il a été dit de façon toute claire et nette que c'est un problème politique. Alors, si c'est un problème politique, allons-y. Et ne mélangeons pas politique et juridique. C'est un problème politique, donc il faut que nous ayons une réaction politique. Et je vais me référer à ma petite Bible, le Code civil, qui ne me quitte jamais. Je vais faire allusion, non pas à l'article 9.1, mais à l'ancien article 4, qui est l'article 2 du Code civil. Les lois ne disposent que pour l'avenir, elles n'ont point d'effet rétroactif. Ce que je veux dire par là. Et la chose suivante, c'est que le principe de la non-rétroactivité est au niveau de la loi. L'article 2, ce n'est qu'une simple loi. Donc je précise que ce principe de la non-rétroactivité n'est pas un principe constitutionnel. Ok ? Ce n'est pas contenu dans la Constitution. C'est applique au niveau de l'article 2. Donc, ce que cela veut dire, c'est simplement la chose suivante, c'est que ce principe s'applique au juge qui applique la loi, dans la mesure où la loi n'a pas prévu de disposition rétroactive. Or, les lois rétroactives existent. La loi pénale plus douce rétroagit. Et puis, dans des situations extraordinaires, je me rappelle d'un texte après la guerre de 14-18, où on était dans l'impossibilité de rédiger les actes de décès, puisqu'on n'avait pas en face de soi le corps du malheureux qui avait disparu, on ne le retrouvait plus. Eh bien, il y a eu une disposition rétroactive qui a dit que dans ces circonstances-là, on pouvait rédiger des actes de décès hors la présence, n'est-ce pas, du corps. Ce que je veux dire, c'est que
Pourquoi ne pas prendre le problème au niveau politique, aller au niveau du Parlement, situation extraordinaire, solution extraordinaire? D'autant que le président Macron, quand il est passé ici, il semblait comprendre la cause. Hein. Il semblait être d'accord pour faire quelque chose. Je pense qu'il appartient aussi, je le dis, bon, j'ai l'âge pour le dire, mais il appartient aux parlementaires ultramarins de prendre des responsabilités et d'aller dans ce sens. On peut trouver des moyens. Je sais que pour la protection de l'enfance contre les agressions sexuelles, on a fait des progrès considérables au niveau de la prescription, même sans toucher la loi. On a inventé la prescription glissante, la prescription par cascade, qui permet, n'est-ce pas, d'allonger dans des proportions considérables le délai de prescription. Bon, je n'irai pas plus loin, mais je dis qu'il faut prendre le problème de façon politique et élaborer des propositions pour que, non pas que le législateur se substitue au juge, je ne dis pas cela. Je dis que l'on puisse examiner les faits et examiner les situations et voir si effectivement il y a là un crime ou non. Mais il faut qu'on y aille. On ne peut pas supporter qu'une situation pareille, un empoisonnement collectif, vraiment, puisse passer inaperçu et ne soit pas sanctionné. Il faut aller au bout des choses et pour moi, je le répète, c'est un problème d'abord politique. Bien. Là, j'ai senti toute la détermination du juriste. Ah oui, absolument. Non, mais, je crois que dans cette affaire, c'est la première fois que nous avions réussi, je crois, c'était en février 2021, me semble-t-il. Le rassemblement? Nous avions réussi un rassemblement unitaire. Dieu sait, sur cette question du chlordécone, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a plusieurs comités, plusieurs chapelles même. Hein? Bon. Eh bien, je me souviens que ce jour-là, on a fait une manifestation réussie. Le 27 février. Le 24 février 27, 2021. Précisément pour refuser la prescription. C'est-à-dire que, au-delà de la question juridique, les Martiniquais ont manifesté massivement le refus que ce crime reste impuni. Bon. Alors, je ne sais pas quelle sera la décision finale des magistrats, qui semble être pris dans l'interprétation des textes. Bon, j'ai lu plusieurs contributions, notamment sur cette question, notamment celle de Harry Durimel et aussi de Philippe Edmond Mariette. Philippe Edmond Mariette a produit aussi une analyse qui réfute la prescription. Harry Durimel, c'est le maire de Pointe-à-Pitre actuellement et c'est un juriste, c'est un avocat. C'est un avocat qui est l'un de ceux qui a porté plainte au nom d'une association guadeloupéenne sur la question du chlordécone. Bon, alors il a abordé un peu la question, me semble-t-il, récemment, en disant que s'il le fallait, il fallait que le Parlement légifère. Bon, et qu'il fallait donc proposer, alors il faudrait que les parlementaires s'appuient sur des juristes, bien sûr, pour proposer quelque chose qui tient la route. Mais le fait principal, c'est que l'opinion publique guadeloupéenne, martiniquaise. La Réunion n'a pas été impactée par ça? Non. Non, c'est non seulement. L'opinion. Il y a des gens en France, paraît-il, dans certaines régions de France, en Bretagne, paraît-il, ouais. Mais, ou le chlordécone, mais pas la Réunion, à ma connaissance, non. Ok. Non. Mais il y a, bon, c'est à nous d'ailleurs, la presse. Hein. Bon, déjà, je peux dire que pour ce qui concerne notre organe de presse, nous allons faire ce qu'il faut pour pouvoir mobiliser l'opinion publique, pour exiger que, précisément, il y a à la fois les parlementaires, bon, il y a une élection présidentielle, d'ailleurs, dans la foulée, il y a des élections législatives. Et on dit même que c'est le troisième tour de l'élection présidentielle. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra se doter de gens qui savent parler haut et fort. Voilà, c'est tout. Bien. D'après ce que Philippe a expliqué, apparemment là, la solution, ce serait qu'une loi soit prise pour pouvoir
permettre au juge d'aller plus loin. C'est bien ça que j'ai compris. Hein. Oui, D'accord. c'est-à-dire trouver la solution juridique pour faire échec à la prescription. C'est ça, d'accord. Et cela est juridiquement possible. Le législateur peut le faire, c'est dans sa capacité. Très Il n'y bien. a aucun principe qui puisse aller à l'encontre. Le principe de la non-rétroactivité, la rétroactivité du texte est possible pour le législateur. Ce n'est pas un principe constitutionnel, c'est un principe au niveau de la loi. bien. Article 2 de notre vénérable Code civil. Carla. Bon, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Tout à fait. Là, pour commencer. Il y a quand même quelque chose que... bon, je ne connais pas l'incrimination pénale. À ma connaissance, pour le moment, nous sommes en correctionnel. Et j'entends qu'on parle de crime, je n'ai pas le sentiment que nous étions sur ce type de... Nous sommes en correctionnel, donc nous sommes en matière délictuelle. Et il y a une question que je me pose, à laquelle je n'ai pas apporté de réponse, en tout cas. C'est, en matière délictuelle, on distingue les infractions ponctuelles. On tue quelqu'un, c'est ponctuel, on ne peut pas le tuer 2 fois, il est déjà mort une première fois. Et puis, il y a l'infraction continue. Par exemple, je vais ce soir kidnapper notre animateur Emmanuel Granier. Bien. Mais tant que t'es sous mon autorité, que tu es kidnappé, cette infraction, elle est continue, même si ça dure 10 ans. D'accord. Et elle ne cesse que lorsque les effets de l'infraction cessent. C'est-à-dire ma mort ou ma libération. Alors la mort, ce serait plus grave puisque ce serait un crime. Ta libération, mais il n'empêche que je t'ai kidnappé. C'est ça. S'agissant d'un empoisonnement, est-ce que le chlordécone qui est tout dans nos sols, dans nos eaux Et en nous. et en nous, ne porte-t-il pas d'effet continu? Alors, je laisse ça plus savant que moi sur le plan du C'est un droit. argument juridique, mais enfin, le Je ne juge sais en pas fera ce qu'il voudra. aux spécialistes de la chose de se prononcer, mais bon, pour moi, en tout cas, dans ma compréhension à moi, c'est pour moi un délit continu. C'est la position de Durimel. C'est un délit continu. C'est la position de Durimel. Et je ne comprends pas, et puis jusqu'à d'ailleurs 2002, quelque chose comme ça, on a trouvé des sacs de produits de Curlone, je ne sais trop où. Pour moi, c'est un délit continu. Mais quand bien même on y est trouvé, le fait que ça se trouve dans les rivières et en nous, c'est bien. Si j'ai du chlordécone dans le corps, je m'empoisonne tous les jours. ça. Les effets sont permanents. Sauf peut-être dans 700 ans, mais je ne serai plus là. Donc le problème sera réglé. Il y a quelque chose. Alors voilà, mais je ne comprends pas très bien la position des magistrats instructeurs. Bon, on va voir. Ce sont des juristes, hein, ils ont peut-être certainement... Ils ont donné un point de vue. Bon. Alors quant à Macron, bon, franchement, Macron peut dire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai encore le grand débat du mois de février 2019. Il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il ne faut pas dire que c'est comme parce que vous faites peur aux gens, vous introduisez. 2019, c'était hier. M. Macron, président de la République, c'est pas rien. Disait qu'il n'était pas au courant d'études faites par des professeurs de médecine, sérieux, dont un professeur de médecine de Guadeloupe, du CHU de Guadeloupe. Il n'était pas au courant. Et quand on lui a dit, mais il y a les études, il dit, ah oui, d'accord, mais ils ont été publiés où? Ben oui, mais et pourtant ils avaient été publiés dans plusieurs revues scientifiques. Bon, quand quelqu'un qui a la place qu'il occupe se permet, devant une assemblée composée d'élus de tous nos pays, y compris donc de la Martinique, la Guadeloupe et qui ont été victimes de cette affaire-là, se permet de tenir un pareil discours. Personnellement, je ne lui accorde pas beaucoup de crédit pour la suite. Et puis, je suis d'accord avec cet homme politique. Le Parlement, franchement, je ne sais pas quel Parlement va sortir des élections législatives. Donc je pense que dans ce cadre-là, on peut y compter peut-être. Mais d'abord, si nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous compterons, nous n'aurons rien. Bien. Bien vu. Valérie, sur cette question épineuse. Je souscris à beaucoup de ce qui a été dit. Hein. C'est un véritable scandale, mais j'ai envie là, particulièrement, de rendre un petit peu hommage à Yvon Sirenus, qui est, vous savez, c'est le président du collectif des ouvriers agricoles,
qui est quelqu'un d'extrêmement mesuré, qui se bat depuis le début. C'est quelqu'un de formidable, à titre privé. C'est le père d'une amie, en fait. Et je trouve vraiment son combat tellement formidable. Et puis, il est très mesuré. C'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui entend ce qu'on dit. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'ai envie de lui rendre hommage parce que dans ce combat-là, il a beaucoup agi face à ce qu'on peut appeler un déni de justice. C'est un déni de justice. Tout le monde sait ce qui s'est passé, en plus. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a eu une enquête parlementaire. Tout le monde sait qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables et qui ont contribué au fait que la population martiniquaise et que les terres martiniquaises sont polluées pour des milliers, des centaines d'années. Donc, des centaines, je crois que c'est 700 ans. 700 ans. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé et aujourd'hui, voilà, on nous dénie la justice. Oui, on a envie de justice. On a envie de justice. On a envie que ceux qui sont à l'origine de ce scandale-là payent. C'est ça, voilà, on a envie qu'ils payent. On a envie que des personnes qui sont des grands propriétaires terriens et qui sont aussi, qui ont utilisé leurs produits et qui savaient qu'ils utilisaient quelque chose, payent d'une manière ou d'une autre déjà par la justice, mais qu'ils montrent aussi qu'ils ont envie que les choses avancent, qu'ils donnent des sommes pour pouvoir dépolluer nos terres, pour pouvoir faire avancer la recherche, etc. Et pourtant, non, strictement rien ne se passe. En plus, il y a un déni de justice. Donc on est vraiment dans un sentiment d'injustice, mais même presque de rage face à ce scandale-là, dont nous sommes victimes tous autant que nous sommes. On ne peut pas, et je te rejoins dans ce que tu disais, Karl, quand un président de la République dit qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, voilà, aujourd'hui, on se dit, mais vraiment, on nous prend pour quoi? Des sous-hommes? Est-ce que c'est parce que nous sommes martiniquais que ce n'est pas important? Enfin, moi, je suis scandalisée. Je suis scandalisée par le traitement tant de l'État, parce que l'État est fautif aussi, que aussi des grands propriétaires terriens martiniquais. Je suis scandalisée, je suis outrée, je suis dégoûtée. Enfin, je ne sais même plus quoi dire. Mais enfin, tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Et de la même manière qu'on a parlé tout à l'heure de gens qui doivent payer, je crois qu'il doit y avoir ici aussi, pour cette question, des gens qui doivent payer. Bien. Charles? Je m'aligne totalement sur ce qui a été dit. Mais oui, c'est difficile de finir la manche. Je commencerai par toi tout à l'heure. La manche d'un raisonnement aussi clair. Et merci, Philippe, pour tes éclaircissements en matière de droit, parce que ça méritait d'être dit. Et puis, c'est une lecture qui me donne à moi particulièrement espoir. 3 choses. La première, c'est, je rejoins un petit peu Valérie, quand le président de la République parle comme ça, moralement et symboliquement, il peut encourager à une particulière lecture du problème juridique. Lui, le président de la République. Et donc, forcément, l'instruction a été faite, mais en écoutant, en ayant à l'oreille le propos du président. Et donc, on peut dire ce qu'on veut. On est tous des hommes. Forcément, le président, il aura pesé de son autorité symbolique sur cette débâche-là. Deuxième élément, le juridisme, c'est la connaissance du droit pour s'en tenir à la lettre et puis par une petite pirouette s'en tirer. Mais ce sont des professionnels du droit, on en a aussi. C'est pour ça que je te remercie doublement, Philippe. On en a, mais oui, c'est ça. Parce que moi, je suis un amateur, enfin, je ne connais pas le droit, je ne suis pas, c'est pas ma profession. Et je n'arrive pas à comprendre, après les brillantes démonstrations qui ont été faites là, je n'arrive pas à comprendre que ça ne fasse pas sens dans la tête d'un magistrat instructeur. Je ne comprends pas ça. Parce que le drame de l'histoire, il fallait poser la question qui est très pertinente. Est-ce que c'est parce que nous sommes des Martiniquais et des Guadeloupéens que la justice ne va pas passer? Et là, c'est une question qui est politique. Cela veut dire, très clairement, est-ce que c'est parce que nous sommes des Noirs? Pardonnez-moi, je peux choquer. Non. Mais j'imagine bien, Charles, que c'est de ça dont je voulais parler. Je te remercie. Et non, mais c'est ça. Et la question, elle devient avec des conséquences politiques majeures, parce qu'effectivement, il y a double traitement. Il y a eu une loi sur l'égalité réelle de l'URL. Comment se fait-il que l'égalité n'était-elle pas spontanée? Il a fallu qu'il y ait un vote d'une loi sur l'égalité réelle. Mais enfin, on se fiche de qui? Pardonnez-moi, téléspectateurs, mais c'est pas possible. On ne peut pas en arriver là. Et enfin, conséquences politiques, donc forcément, conséquences sociales. Parce que si il y a de nouveau des manifestations, on ne sait jamais, les gens sont rebutés, les gens sont en colère, et la colère est légitime, il peut y avoir des débordements, imaginons que les débordements amènent une tragédie
ça sera de la faute des manifestants. Il faut que, à un moment donné, raison se fasse et que les considérations soient prises comme elles doivent se prendre, avec calme, avec sérénité, sans se référer à quelconque autorité symbolique, philosophique, etc. Le droit doit être dit dans sa plus grande justice et de sa plus grande rigueur. Voilà. Carl, tu voulais rajouter quelque chose non, sur ça? on a un proverbe créole qui résume bien la chose. Si pâté ni soutirait, pâté ni volait. Oui. Et j'ai en mémoire une histoire d'algues vertes en Bretagne, je crois. Et ce problème a été réglé tellement vite, il s'agit d'un département français qui se situe dans la France hexagonale. C'est pas un département, c'est une région en Bretagne. Alors figure-toi qu'il y a eu plus de 50 millions d'euros qui ont été débloqués par l'État français pour régler le problème des algues vertes en Bretagne, alors que nous, on a eu un plan Marshall annoncé par le préfet, avec pour toutes les îles 3 à 4 millions d'euros. On voit bien que la priorité n'est pas tout à fait la même. Deux poids, deux mesures. Voilà. Oui. En fait, c'est ça. Alors, le général de Gaulle avait dit, nous sommes des Français entièrement, ou des Français entièrement à part, je crois. Hein. Quand il a dit ça, j'étais petit, mais j'ai cru avoir entendu. Il avait surtout dit, comme vous êtes Français. Non, c'est Il avait répondu à Césaire, qui avait osé lui parler d'autonomie, qu'entre l'Amérique et la France, il n'y avait que des poussières. Absolument. Des poussières d'îles. Ouais. Ouais. Tout à fait. C'est terrible, ça. Hein. La considération qu'on peut avoir pour nous. Là. Et un petit peu d'humour. J'aurais souhaité que Carl répète ce qu'il a dit dans sa moustache. Ah bon? À propos de Gaulle. Ah, la plaisanterie qui courait, c'était qu'il n'avait pas dit « Mon Dieu, que vous êtes français mais il avait dit « Mon Dieu, que vous êtes français ». Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, on reste avec les juges. Hein. Il y a eu ça. Alors, l'affaire McKinsey, le parquet, le PNF, qui ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Donc, on va expliquer ce que c'est que déjà cette affaire McKinsey, de quoi il en retourne. Tu avais promis la parole d'abord à... Bon, merci, maître. Merci. Il y a des Merci, aspects juridiques qu'il faut limiter. la dimension juridique, je vais la laisser aux spécialistes. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, monsieur Macron, il avait bénéficié du travail de quelques collaborateurs du cabinet McKinsey gratuitement quand il était ministre. Mais c'est qui McKinsey? Alors, c'est un cabinet, c'est un consultant qui, à travers des processus managériaux, donne des avis sur pas mal de domaines. Alors, concernant McKinsey, il a travaillé sur des réformes emblématiques comme la réforme d'aide publique au logement, les APL, comme les retraites, comme l'assurance chômage, les campagnes vaccinales, et bon, il est payé à chaque fois, bien sûr. Alors, il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, hein. J'ai regardé, Capgemini, Eurogroup, etc. Ce sont des cabinets de conseil qui consultent. La France n'est pas le seul pays à utiliser les cabinets de conseil. Bon, l'Allemagne en a utilisé pour 3,1 milliards, la Grande-Bretagne pour 2,6 milliards. Et la France? Mais la France, c'est quasiment 900 millions, près d'1 milliard. Mais la France a une administration pléthorique. À la différence des Britanniques où l'administration est vraiment rikiki, elle est vraiment faible. Et je finis pour dire, en lisant, que M. Tadjeddine, directeur associé à McKinsey, a travaillé et a fait la campagne d'Emmanuel Macron, la dernière campagne électorale. Donc c'est un renvoi d'ascenseur. Ben, écoute, moi je lis ce que j'ai recherché. Gratuitement, il faut dire que oui, c'était absolument. gratuit. Hein. Madame Comorne, qui est chef du pôle engagement de la République en marche, a travaillé également pour McKinsey. Monsieur Paul Midi, directeur général de la République en marche, était également un employé de McKinsey. Et voilà, donc... et puis, il a aussi travaillé dans le cabinet de monsieur Majoubi, qui était secrétaire d'État au numérique. Donc, bon, disons que ce sont des constats. Je ne dénonce rien du tout, je n'incrimine rien du tout. Je dis simplement que ce sont des coïncidences troublantes. Et je m'arrête là, parce que je n'ai pas les éléments et les arguments juridiques. Ce sont des coïncidences troublantes. Monsieur Attal dit que la justice passera. Oui, hein? Valérie? Oui, alors, M. Attal, c'est le porte-parole du gouvernement français. Hein, Gabriel Attal, oui. Voilà, Gabriel Attal, oui.
Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont le droit de faire appel à des cabinets. Enfin, l'État a le droit de faire appel à des cabinets, mais à un moment, comme disait Charles, il y a quand même une administration en France. Les hauts fonctionnaires, ils font quoi, en fait? Tous les hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères, en fait, c'est leur travail de faire aussi toutes ces études, d'aller au-delà, de faire des recherches, des chiffres, etc. Et au-delà, bien évidemment, du fait qu'ils fassent des études, le problème, c'est pas tellement ça, c'est le fait qu'ils ne paient pas d'impôts en France. C'est ça le problème, en fait. Ils ne paient pas d'impôts en France, donc il y a de la fraude fiscale derrière. Et c'est ça le scandale derrière. Donc on est très peu de jours avant les présidentielles. C'est une affaire qui éclate. Et je vois, je ne sais pas, dans la presse nationale, très peu de choses sur l'affaire McKinsey. Je suis quand même un peu surprise. On a déjà compris aussi comment fonctionnent notamment les chaînes en continu, etc. Je suis surprise qu'on en parle si peu. À la limite, c'est une brève, rapide, vraiment entre deux infos, entre l'Ukraine et un petit peu le Covid, mais vraiment légèrement. On parle de l'affaire McKinsey, mais à travers une brève. C'est un vrai scandale. Et les espèces de concordances, les choses qui sont assez troubles, les liens dont parlait Charles, sont peut-être aussi à l'origine de cette espèce de volonté de cacher exactement ce qui s'est fait. Mais bon, on verra si la justice passera, puisque j'ai souvent l'impression, je vais peut-être choquer, que de liberté, égalité, fraternité, c'est une vaste forfaiture, parce qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas en France, voilà, voilà, l'égalité à la santé, la justice, tout ça, je ne sais pas, je doute de plus en plus, je ne sais pas, mais je dis comme ça. Merci, Juste ça. Chers collègues, c'est dans la nature même de ce type de société. C'est un idéal vers lequel on tend, on va dire, mais bon, pour l'instant, on est loin. Je vais citer les vers du poète. Selon que vous serez puissant ou misérable, la justice vous fera blanc ou noir. C'est pas d'aujourd'hui. Bon. D'abord, ce qui arrive là, c'est quelque chose qui existe depuis fort de belle lurette, McDo. On croyait quelque chose que tout le monde rencontre, McDo. On ne peut pas payer très peu d'impôts en France. Amazon. Les gens qui payent les impôts en France, c'est vous, c'est nous, c'est le commun des mortels qui ne peut pas défiscaliser ailleurs, mettre un siège social en Irlande. Mais l'Union européenne est bâtie sur ça. C'est dans leur ADN, c'est pas quelque chose qui est venu, qui s'est rajouté. Une excroissance qu'il faudrait éradiquer, un peu comme un chirurgien va retirer un bouton qui serait une verrue qui serait malencontreuse sur le visage de quelqu'un. C'est dedans. Il faut presque tuer la personne pour s'en sortir. Ça existe depuis belle lurette. Alors moi, je ne sais pas ce que la justice fera. Par expérience, je me méfie des enquêtes préliminaires. Je préfère qu'on nomme un juge d'instruction. Ce qu'on peut faire d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'une enquête préliminaire, personne n'est au courant de ce qui se passe. Je parle sous le contrôle de maître. Il n'y a que le procureur qui sache. Quand il y a un juge d'instruction, eh bien, il y a des parties et qui ont accès au dossier. On voit ce qui est écrit, on voit les PV d'audition, on va lire. Alors qu'une enquête préliminaire, il n'y a rien de plus secret. Donc, quand on veut... Il y a quelqu'un qui disait, quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission. J'espère que ça ne sera pas la même chose. Tu me fais penser à la commission Claude Econ, là, ça m'inquiète. Je n'en sais rien. Qui était menée par un député de la Martinique. Absolument. Donc j'espère quand même qu'il sera réactif. Dans le rapport dont j'ai pris connaissance, j'ai appris un tas de choses que je ne savais pas. Alors on peut trouver toutes sortes d'insuffisances. Oui, il n'y a rien qui ne soit parfait. Mais on apprend beaucoup de choses. Donc les gens qui veulent le lire, à mon avis, gagneraient à le lire. C'est très intéressant. Bien. Maître? Décidément. Mais il m'appelle maître. Mais en fait... Parce que quand tu l'as appelé maître... C'est lui qui me fait travailler, parce que c'est quelques 9 points
m'ont fait travailler énormément. Et je dois le dire, oui. Et je retrouve une certaine jeunesse, n'est-ce pas, retrouvant mes premiers amours, c'est le droit. N'est-ce pas ? Oui, alors ce problème est extrêmement intéressant. Ce problème de cabinet conseil auprès de l'administration. Et vous savez, il y a eu le rapport du Sénat qui a demandé finalement, il y a tenté une action, puisque l'optimisation fiscale, je reprends les termes du rapport, cette optimisation est caricaturale. Alors, au niveau de l'optimisation fiscale, lorsque vous avez une situation d'aujourd'hui, vous pouvez effectivement profiter de certaines niches fiscales pour réduire vos impôts. Cela est absolument normal, ok ? Mais enfin, normal, légal. C'est normal, légal, oui, la norme et la loi. Oui, d'accord, c'est légal, c'est légal. Non, tu veux poser le problème de l'éthique, ça, peut-être qu'on va y arriver tout à l'heure. C'est tout à fait légal. Mais attention, il y a une limite, et on ne le dit pas, la limite, c'est la fraude à la loi. C'est-à-dire que lorsque vous organisez une situation, que vous la manipulez justement pour échapper à la loi, il y a fraude à la loi et vous êtes sanctionnable. Lorsque vous organisez votre insolvabilité, fraude à la loi, vous êtes sanctionnable. Alors je voulais préciser les choses. Je ne sais pas si le parquet national financier a nommément parlé de ce cabinet où ce n'est pas une enquête préliminaire générale. Il me semble avoir lu quelque chose sur ce point. Non, c'est un détail. Me semble-t-il, s'il lui permet, c'est suite au rapport. Oui, absolument, qu'il y a une enquête ouverte. Ils ont saisi le procureur, point. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il a pris... Je ne sais pas, peu importe. Bien. Ce que je veux dire, on l'a dit la dernière fois, et c'est important, vous venez de le redire. Quand même, c'est anormal que les services français, publics français, qui sont des services organisés, avec des fonctionnaires compétents, de haut niveau. Alors, comment se fait-il qu'on fait appel à des cabinets étrangers, c'est un cabinet international, n'est-ce pas, et qui va finalement guider la politique de l'État, la politique du gouvernement? Mais c'est scandaleux et c'est mépriser la fonction publique, c'est mépriser les services de l'État, les services qui sont hautement compétents. Et ce n'est certainement pas des cabinets étrangers qui sont souvent des cabinets qui ne connaissent pas grand-chose à notre réalité et qui nous conduit très souvent sur des erreurs fondamentales. Mais je voudrais citer monsieur Adrien Cadenès. Il a dit que faire appel à ce type de cabinet, n'est-ce pas, c'est leur donner l'occasion de prendre votre montre pour vous donner l'heure. Et moi, j'adorais l'heure inexacte. Mais prendre moyennant paiement. On va louer votre montre pour vous donner une mauvaise heure. Alors, sur quoi ça débouchera, je ne sais pas, mais je trouve quand même étonnant que ça soit maintenant que le problème se pose. Je veux dire qu'il n'y a semble-t-il, aucun défaut juridique quant à la passation des marchés. Hein. Ce n'est pas là-dessus qu'on n'y a absolument pas. Donc, ce n'est pas Macron qui est visé directement, mais indirectement, il est en plein au milieu de la cible. Est-ce que ça peut expliquer qu'il n'est que 2 points de plus que Marine Le Pen? Là, il faut se tourner vers les vrais politiques, les anciens politiques, qui est à ma droite, mais il devrait être à ma gauche. Alors, sur cette histoire de cabinet, Michel. Ma première réaction, c'était effectivement celle que tu dis. Je me suis dit, mais c'est quand même curieux que c'est maintenant que ça sorte qu'on en parle. Et j'ai même... Je peux faire part de ma réflexion intérieure. Bon, parce qu'elle a été peut-être celle d'autres citoyens. J'ai fait le rapprochement avec l'affaire Fillon et qui a bénéficié à Macron. Bon, alors je me suis dit, qui peut bénéficier de cela si ce n'est Marine Le Pen? Bon. Non, mais Fillon... Non, je pose... D'accord. Mais je ne suis pas allé plus loin. Mais c'est ça, va plus loin pour nous expliquer. Alors je vais plus loin, j'y vais. Parce que Macron avait le bras suffisamment long pour
faire ça avec Fillon, mais Marine Le Pen, tu penses qu'elle a... Ah, bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je veux simplement, il y a peut-être des gens qui veulent, dans l'appareil de l'État. D'accord. Bon, c'est pas impossible. Qu'on n'a pas que des amis dans l'appareil de l'État, dans la magistrature. Bon. Non, par contre, le point de départ de cette affaire, c'est quand même le rapport, comme l'a rappelé Philippe, le rapport du Sénat, dont le rapporteur est une communiste. Hein. C'est Eliane Assassi. Bon. Et elle vient de publier d'ailleurs, hier, avec les sénateurs communistes, une très longue déclaration qu'on vous ferait grâce. Bon. Mais je vous donne quand même les noms de ces honorables parlementaires. Eliane Assassi, Cathy Apoxopoli, Jérémy Baki, Éric Boquet, qui est l'auteur d'un ouvrage sur précisément ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, et qui estime, qui a évalué à peu près la fraude fiscale en France à 80 milliards. C'est-à-dire le double du budget de l'éducation nationale. Bon, etc., etc. Donc, mais dis-moi, lorsque tu lis ça, si ça arrive aux oreilles de Marine Le Pen ou de Zemmour, ça doit leur donner des frissons. Les premiers noms, là, c'est... Eliane Assassi. C'est des Français, c'est des souches françaises. Alors, il y a Cécile Kuckerman. Alors là, ils vont monter au plafond. Hein? Fabien Gay, qui est le directeur de campagne de Roussel. Bon, je passe. Ce sont des Pierre Laurent, l'ancien secrétaire national du PCF. Marie-Noël Lienman, qui est dans le groupe communiste et républicain et écologiste. C'est pas uniquement des communistes dans ce groupe. Hein. Bien sûr. Bon, donc Marie-Noël Lienman, qui a été ministre du logement de Jospin, le socialiste. Jospin, socialiste. Hein? Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, le fait qu'on méprise il y a une haute fonction publique qui est capable de faire ces rapports. Ce qui est... Alors, j'ai consulté quand même. Alors, on a posé la question, c'est qui c'est? McKinsey et compagnie. Wikipédia, hein? Bon, c'est pas l'humanité. Hein? Est un cabinet international de conseil en stratégie dont le siège est situé à New York, aux États-Unis. Il fut fondé en 1926. Par M. Jam O. McKinsey, professeur à l'Université de Chicago. Et en 2021, McKinsey comporte plus de 130 bureaux répartis dans 65 pays et réunissant près de 30 000 personnes. Bien. Voilà à quoi faire là. Okay. Bon. Alors, pour aller à l'essentiel, c'est que ce cabinet, effectivement, n'a pas payé d'impôt. Il a fallu que le parquet national financier lance cette enquête pour qu'on apprenne qu'enfin, Bercy a lancé une enquête. Parce que, logiquement, le ministère des Finances, les services fiscaux, devraient contrôler au préalable et saisir la justice. Yes. Donc, c'est une auto-saisine du parquet national financier. Auto-saisine qui vient de la publication d'un rapport sénatorial, autrement dit, la démocratie a fonctionné. C'est un rapport sénatorial qui a alerté et qui a fait que la presse, une partie de la presse s'en est emparée, qui a provoqué cette réaction. Donc, et d'où il y a eu un contre-feu qui a été allumé par deux ministres du SOPS, le ministre des Comptes publics, et puis une autre, j'oublie le nom, de Montchalin, je crois, qui a essayé de défendre Macron. Bon, alors, c'est vrai qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait de lien entre eux. C'est là qu'il faut enquêter. Ce qu'on sait maintenant... Charles nous a donné des informations. Oui. Ces gens-là ont participé à son élection. Oui, ils ont participé, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que et en tout cas, je n'écrirai pas ça. Je dis que ce sont Je des coïncidences. n'écrirai pas ça dans justice, parce que
On peut On peut te poursuivre. On va t'appliquer de la loi de 9.1 1884. Voilà. Non, l'article 9.1 du Code civil. Bon, Très bien, bon. tout à fait. Autrement dit, oui, non, bien, la loi de 84 sur la liberté de la presse. Parce que justice à 100 ans. Oui, d'accord. La loi de 84 sur la liberté de la presse, Ouais, bien sûr. c'est pas que. Là, je reviens sur un propos qu'on a tenu tout à l'heure à propos de chlordécone. C'est pas parce que deux événements sont concomitants qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Tout à fait. Attention. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de coïncidence. Mais Il a été prudent. vous prenez beaucoup de prudence. C'est bien, c'est bien. Mais dans le rapport des honorables sénateurs, parce qu'il y avait dans cette commission, le rapporteur c'est une communiste, mais il y avait des gens de tout. Mais justement, Michel, est-ce que c'est parce que c'était dirigé par une communiste que tu emploies ce mot-là comme ça, honorable sénateur, depuis 3 fois déjà? C'est parce que c'est dirigé par une communiste? Non, Non, tu as le droit de le dire. Hein. Je voulais simplement savoir si c'était ça. Par l'humour, parce que je suis avec des gens qui aiment l'humour. Si c'était ça que je voulais dire, j'aurais dit honorable, 3 fois. C'est la Trinité. Parce que si les sénateurs sont, d'une manière générale, des gens honorables, c'est une assemblée d'ailleurs qui, du fait de l'écrasement par Macron de l'Assemblée nationale, c'est pas la première fois que le Sénat joue un rôle de contrepoids, point de vue parlementaire. D'accord. Ok. Voilà. Alors, et puis on passe à un autre sujet. Le dernier point, c'est que ça permet, entre autres, de passer, sous prétexte de l'urgence, de ne pas appliquer le code des marchés publics et de dire que c'est l'urgence, donc on passe pas par les procédures d'appel d'offres. Hein. Bon. D'accord. Entre autres. Dans l'affaire Benalla, par exemple, le Sénat joue un rôle que l'Assemblée nationale n'a pas joué. C'est vrai. Je m'arrête là pour ça. Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'introduction, la venue, le fait de confier des missions à des cabinets extérieurs, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, et ça a un objectif. Ça a comme objectif de gérer la fonction publique comme s'il s'agissait d'une entreprise. Exact. C'est pas par hasard que c'est fait. Et il y a des vases communicants entre la haute fonction publique et ces mêmes entreprises. Enfin, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, M. Alexis Kohler, il y a eu des formations qui ont été publiées avec cette société MSC, dont on dit qu'il a des liens de parenté avec certains de ses propriétaires. Donc, c'est habituel, ça. Et non seulement ça existe au niveau central, au niveau de la haute fonction publique, malheureusement, ça existe à des niveaux. Moi, je trouve personnellement que l'on fait trop souvent appel, d'une manière générale, à des cabinets extérieurs, sans se préoccuper de savoir si les collaborateurs que l'on a à disposition ne peuvent pas faire le travail. Et dans le cas où ils ne pourraient pas l'effectuer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient en mesure de le faire avant d'aller faire appel à X, Y ou Z, d'une manière générale. Et ça, ça a commencé au niveau de l'administration centrale, mais ça a diffusé littéralement dans l'administration territoriale, à tous les niveaux. Et je ne suis pas convaincu, en tout cas, j'ai des exemples, mais je ne vais pas les citer là, je ne suis pas convaincu que ça donne forcément de bons résultats. C'est tout. Bien. Alors, condamnation d'Alfred Marie-Jeanne dans l'affaire de déclaration de patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, ça permet aussi à M. Marie-Jeanne de participer à l'élection législative. Puisqu'on pensait qu'il aurait été empêché s'il avait été condamné. Mais il y a une particularité dans la condamnation qui lui permet de se présenter. C'est ça, hein, maître? Je trouvais... les réquisitions du procureur de la République dans cette affaire-là, c'était des réquisitions, je pèse mes mots, scélérates sur l'exécution provisoire. Okay, qu'il ait commis une infraction, qu'il soit condamné. Ok, d'accord, il pourra faire appel s'il conteste. Mais l'exécution provisoire, n'est-ce pas, il est immédiatement inéligible, donc il ne peut pas participer à l'élection. Et l'exécution provisoire est prononcée quand même de façon relativement rare. Et le fait de demander cette exécution provisoire dans ce contexte, ce jour-là,
il y a incontestablement des intentions que je qualifierais de malicieuses. Moi, je me dirais... Pardon, Michel, 2 secondes. Donc ça veut dire que ça n'a pas été retenu. Non, ça n'a pas été retenu. D'accord, Il a une condamnation d'1 an d'emprisonnement et de 10 000 francs. Sursis. Hein. 10 000 euros. Non. C'est du sursis qu'il Du a. sursis, D'accord. absolument. Mais il peut se présenter donc. Oui, d'accord. mais il fait appel, donc Oui, bien sûr. l'appel est suspensif, donc il peut parfaitement se présenter. D'accord. Oui, bon, ce que je voulais dire, c'est que les réquisitions étaient particulièrement, je dirais, politiques. Oui, disons ça comme ça. Oui, elles étaient politiques. Assortir la condamnation, la demande de condamnation à l'inéligibilité de 2 ans. Bon, encore que déjà, compte tenu de la gravité de l'affaire, c'est en ce sens que Marie-Jeanne a publié un communiqué ce matin en disant que c'est une condamnation qui reste injuste sur le fond. Mais comme il n'a pas été suivi par les juges, sur ce point, le procureur a été débouté. Donc ce qui fait que Marie-Jeanne peut faire appel et donc se présenter aux élections. Et puis après, l'appel va fonctionner en deuxième. Heureusement, parce qu'il y avait une deuxième. Ne t'énerve pas. J'ai un petit problème d'accord. lombaire. D'accord. Bon, j'ai fait une chute au karaté avant-hier. Bon. Ouais. Je me suis dit, mais tu sais, j'en fais tout le temps. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que sur le plan démocratique, il y avait quelque chose qui m'apparaissait un peu abusif, en ce sens que priver un citoyen de la possibilité de faire appel d'une décision, or, dans tous les... On va parler même d'autres pays, dont on soupçonne de pas être démocratique, dans tous les grands pays, il y a au moins 2 degrés de juridiction. Donc on privé un citoyen du 2e degré de juridiction auquel tout citoyen a droit. Charles ? Non, je ne vais pas faire de commentaire sur l'affaire. Je préfère ne pas faire de commentaire. Voilà. D'accord. Moi, je fais un petit commentaire Valérie. qui ne sera pas bien long. La justice est passée, guillemets. On verra les conséquences politiques de Elle n'est pas tout à fait passée. Ouais, enfin, oui, Elle est en plus ou cours. moins. Elle est en Elle est en cours. cours. Mais Article bon. 9.1 invoqué par Oui. Charles. Bon, en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que ça doit être une sacrée mauvaise nouvelle pour le député du Sud qui se présente à sa réélection. Voilà, c'est le seul commentaire que je Je fais. suis allé chez mon coiffeur aujourd'hui. Pour ça ? Ah ouais, ça... Oui, non. C'est pour ça. Pour fêter? Pour gagner moins. Mais petit monsieur, d'être pas content, hein. Je vais pas demander ça à qui monsieur, hein. Carl ? Tu as supposé? Tu as supposé de qui il s'agissait? Hein? Tu as supposé de qui il s'agissait? Mais bien sûr. Ah, d'accord. Carl ? Je pense que si il avait répondu aux demandes qui lui étaient faites initialement, le problème, on lui a demandé de reconnaître les faits, etc. Les choses étaient réglées. C'était 2500 €. Je ne sais pas les conseillers qui l'a suivi, mais enfin, comme lui-même dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Non, mais c'est un homme politique, il a une certaine dimension, il a voulu affronter la justice. Moi, je pense que c'est une stratégie tout à fait normale. On peut dire ça aussi. Responsable et politique. Hein. Okay. Il a su. Non, mais il a dit lui-même, il a dit, parce qu'il faut quand même resituer. Bien sûr. La déclaration de patrimoine a été faite pour vérifier si les hommes politiques ne s'enrichissent pas au cours de mandat. Bon, donc accepter une condamnation, même d'€1, c'était accepté Or, Cependant, il y avait une irrégularité quand même. les adversaires de l'homme savent que l'une des raisons de sa popularité, en dehors du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas indépendantistes, mais qui l'apprécient, c'est précisément la réputation qu'il a d'être intègre. Ça C'est ça qu'on a donne voulu probité, ouais. La probité. Ah ouais, bien sûr. C'est ça qu'on voulait remettre en cause. Donc, Alors, 2500 € d'amende, il a dit non, je n'accepte pas. Bien. Juste un témoignage pour dire que moi j'ai rempli cette déclaration. Elle est longue et complexe. Hein. J'ai quasiment pour 1h30. C'est pas tellement que j'ai beaucoup de choses à déclarer. Là aussi, mais c'est qu'il y a beaucoup de On peut rubriques. se tromper. Non, mais tu n'as rien oublié, surtout. J'espère. Parce que Tu as cité le nombre de vestes que tu as. Voilà. À 20 €, non, c'était pas la peine. Ceci étant dit, effectivement, il y a beaucoup de rubriques et il demande
ce qu'on a, mais il demande aussi ce qu'on doit. Hein. Donc, il faut aller dans toutes les rubriques. Ça m'a pris quasiment 1h30, cette histoire-là, mine de rien. Hein. C'est Il pas... fallait appeler McKinsey. Oui, excellent. Bien, alors je parlais de justice, il y a aussi Garcés Malsa qui est face au juge. Alors, pour une affaire, est-ce que vous êtes au courant de son affaire, Garcés Malsa? Une affaire de marché public. Marché public. Non, moi, je ne connais pas du C'est tout. pas parce qu'il a marché samedi contre le bétonnage de la mare de Sainte-Anne, parce que certaines personnes ont cru ça. C'est effectivement une histoire de marché public. Et c'est une ancienne affaire de 2014 ou 2016. Il était maire à l'époque, c'est ça? Il était maire, oui, Alors, c'est ça. moi, je ne connais pas le Alors, dossier. c'était un marché pour l'aménagement, le nettoiement, etc. Et Dans la là, Pointe-Marin. il y avait 3 entreprises qui étaient en concurrence. oui. En concurrence. Il y avait ce qu'on appelle, là aussi, un AMO, un assistant à maître d'ouvrage, Un McKinsey local. un McKinsey local qui avait classé les entreprises. Et lui, il n'a pas pris les entreprises qui étaient les moins disantes, il a pris les entreprises qui étaient les plus disantes. Voilà. Et ça avait déjà été signalé par la Chambre régionale des comptes et la justice s'est saisie de ça. Alors, la précision que je voudrais apporter, c'est que souvent, c'est peut-être l'entreprise la mieux disante qu'il faut sélectionner, parce que la moins disante, c'est peut-être celle qui remplit pas toutes les exigences. Hein. Je partage l'avis de Charles. Hein. La mieux disante. C'est la mieux disante et pas la moins disante. Alors d'après ce qui est dit, mais je n'ai pas quand même les dossiers, d'après ce qui est écrit, c'est la plus disante qu'il a prise. Bon, ok. La plus disante, ça peut être la mieux disante. Oui, Carole. Juste un mot sur cette affaire de mieux disant. Encore faut-il que les critères qui permettent de juger le caractère bien disant soient spécifiés dans le règlement de consultation. Ce n'est pas quand on a les plis que l'on ouvre et qu'on dit finalement il est plus beau que Philippe. Hein, c'est pas ça. Hein. Il faut que les critères. La règle du jeu doit être spécifiée au départ. Ouais. Pas au moment du jugement. Alors il faut faire attention à ce qu'on écrit. Oui. Pas au moment de l'ouverture des enveloppes. Non, c'est au départ. Au départ. Dans le Faut règlement voir de les critères, consultation, on absolument. dit voilà comment les choses vont se passer. Et voici les critères. On ne va pas se substituer au tribunal. Non, je ne connais pas. Mais l'assistance à maître d'ouvrage doit, si elle fait son travail correctement, analyser les offres, donner une note en fonction des critères dont on parle encore. Voilà. Mais dans ce cas-là, pardonnez-moi, dans ce cas-là, la justice a condamné la ville de Sainte-Anne à 70 000 euros. Le tribunal administratif. Le tribunal administratif a condamné 70 000 euros pour cette société. Mais qui est-ce qui paye? C'est la ville ou M. Malsa? Quand c'est la ville, c'est la ville. Hein. C'est la ville. C'est la ville. Donc là, c'est la... Oui, mais en fait, c'est pas Garcés Malsa qui paiera ces 70 000 euros. Là. Au cas particulier, il y a une première instance, effectivement, le tribunal administratif, ou la ville, et il se trouve qu'au moment de paiement, c'était le successeur de Garcés Malsa qui était J'ai au mieux. affaire. Oui, j'ai mieux. Bon. Au cas particulier, nous sommes au pénal. Hein. D'accord. Et actuellement, Au pénal, c'est-à-dire que c'est Garcés Malsa in situ personné parce qu'il a pris la décision, parce qu'il s'est substitué à la commission et qu'il a pris la décision. Ah bon? ok. Ouais. Mais oui. Si l'AMO a donné une consigne et qu'il n'a pas suivi la consigne. Il a donné la consigne de négociation. On a donné une consigne de négociation. Donc, c'est le président de la commission d'appel d'offres, en quelque sorte l'exécutif, qui a la charge de la négociation. En l'occurrence, le maire. Voilà, Eh on ben, verra dis donc. bien. Oui, on verra bien. Mais de moins en moins, il y aura des candidats pour des postes comme ça, hein, finalement. C'est lourd, hein, la Ça responsabilité. devient, d'un maire. on va en C'est très prison lourd. très rapidement, Moi, finalement. je m'excuse, je ne peux pas sortir de ma peau d'ancien de la concurrence de la consommation. Il faut que aussi les élus politiques soient conscients qu'ils gèrent l'argent du public. C'est l'argent public. C'est Mais pas est-ce l'argent qu'ils ont la formation pour ça, Michel? Est-ce qu'ils ont cette Eh ben, formation-là? ils doivent, en principe, Il y a des Il y a une administration aussi. Il y a une administration Il y a une municipale. administration. Ok. Et précisément, c'est pourquoi, au cas particulier, ça peut se justifier qu'on prenne une AMO, précisément. Et si dans l'administration municipale, il n'y a pas de gens suffisamment calés en matière de marché public, et puis on prend un assistant à maître d'ouvrage et qui vous fait un rapport écrit
écrit dans lequel il dit je conseille de prendre monsieur un tel, non pas parce qu'il, comme disait Karl, parce qu'il est plus beau, etc., mais pour telle et telle raison. On a analysé son offre. Mais quand on sait que dans les mairies, très souvent les gens sont employés parce que pour des raisons électorales, ils ne sont peut-être pas informés. N'exagérons pas. Il y en a quelques-uns, mais pas toujours. N'exagérons pas. Non. Tout de même, les personnels municipaux ont droit, comme tout personnel salarié, à la formation. Et le CNFPT, oui, le c'est Centre vrai, il y a national des de la formations. territoriale, est là pour ça. Donc, à supposer qu'un exécutif considère qu'il n'a pas les collaborateurs du niveau qu'il le souhaite, mais il lui appartient de saisir le CNFPT pour qu'il soit remédié le plus rapidement possible à ces éventuelles carences. Et il ne faut pas prendre ça pour... voilà, ben c'est comme ça, donc non. Bien. Et de toute façon, il faut regarder. Il ne faut jamais avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc, même si j'ai un AMO, il faut pouvoir regarder ce qu'il fabrique. Et d'ailleurs, notre ami Bertrand-François Lubin intervient souvent pour la formation des élus, dans le cadre de CIFEL. Il donne des cours, enfin, il vient dans les collectivités territoriales, et puis on lui fait une commande, et il vient, il est docteur en droit public, il vient, il explique la question pour laquelle il a été sollicité. Si tu permets, Mano, j'ai participé à la commission d'appel d'offres pendant 10 ans, la CTM. Bon. Eh bien, il nous est arrivé de mettre sur le grill un AMO pendant 2 heures de temps. Et on était suffisamment pugnace dans cette commission pour leur demander des précisions sur ce qu'ils avaient écrit. Et ils pouvaient vous les donner ou pas? Eh bien, dans certains cas, non. Et à ce moment-là, on a demandé des compléments d'études. D'accord. Donc, comme l'a dit Karl, il y a le conseiller, mais il y a aussi, et puis il y a un rapport du service des marchés publics de la collectivité sur le rapport de l'AMO. OK? Et je ne veux pas... mais je suis membre toujours de la commission d'appel d'offres de la ville de Port-de-France. On a eu récemment un cas comme ça, d'ailleurs. Tu es président ou membre? Je suis membre. Et le président de la commission d'appel d'offres a joué son rôle. Il a interrogé à la fois l'AMO et le chef du service municipal. Mais en général, puisque j'y suis aussi, dans la commission d'appel d'offres là-haut, en général, ça se passe très très bien. Les élus ensemble discutent, éclaircissent. Je pose des questions que la majorité, que la minorité, ils répondent volontiers, ils donnent des explications et tout. Non, c'est quelque chose de très sérieux. Et puis je veux dire, comme tu disais, c'est l'argent public. Donc, Alors, c'était pas marqué au programme, mais quand même, c'est la dernière émission avant le premier tour des élections. Est-ce qu'on peut faire un petit tour sur ça, sur les forces en prison? Pourquoi? Je ne sais pas. Oh non, on ne dit pas qu'il faut voter ou pas voter, hein, c'est pas ça, mais on peut analyser. Ah oui, absolument, vous avez absolument le droit de le faire. Oui, on peut analyser. On n'a pas le droit de dire de voter pour un tel. Voilà, on ne donne pas de conseils. Non, Michel, non. Mais quand même. mais cette élection, on est à 3 jours, on est jeudi, vendredi, samedi, on est à 2 jours pour la Martinique d'une élection, on a l'impression qu'il n'existe pas. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que cette élection, les gens ne sont pas... Mais pas seulement ici, hein, un peu partout, sur le territoire français. Est-ce que c'est une élection qui passionne? Non, mais c'est la conjoncture, je pense. Enfin, c'est un point de vue personnel, c'est la conjoncture. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'abstention? Tout le monde est en Ukraine. Oui, tout le monde est sur l'Ukraine, c'est vrai. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'abstention? Le premier parti de France est en avant, c'est l'abstention. Est-ce qu'il y en aura 30% à peu près. Prévision d'abstention. 30% d'abstention? C'est ce qu'on estime à peu près. Peut-être plus que ça. La dernière, et peut-être un peu plus cette fois-ci. Ah oui. Peut-être un peu plus cette fois-ci, je ne sais pas. Parce que mon sentiment, c'est que les autres fois, il me semble que les principaux partis martiniquais s'étaient quand même beaucoup plus engagés derrière un certain nombre de candidats. Mais j'ai même entendu aux informations ce matin un maire d'une petite commune de 170 âmes en France qui s'insurgeait de n'avoir aucune affiche sur les 12 panneaux de sa commune. Et il disait, est-ce qu'on les considérait moins que rien pour n'avoir pas mis les... Enfin bon, c'est vrai,
Je veux dire, c'est pas seulement chez nous. J'ai l'impression que les gens sont pas sûrs de ça. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui a sorti, la télé a remplacé les panneaux. Non, j'ai pas l'impression seulement que ce soit une affaire de conjoncture. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un vrai désamour global et général pour les candidats. Et les gens s'interrogent tellement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qui je peux voter? Il y a beaucoup de gens, bien évidemment, il y a l'abstention, nous sommes d'accord. Il y a beaucoup d'abstention et il y en aura de plus en plus. Parce qu'il y a aussi un désamour des gens pour la politique. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils vont faire à J-3. Beaucoup de gens. Donc, je sais pas. Et puis, il y a aussi un manque d'espoir. Les gens n'ont plus d'espoir dans ce qui va se faire parce qu'on a vu aussi ces dernières années qu'on a été extrêmement maltraités. Hein. Les personnes qui ont été élues ont imposé, et à la présidentielle notamment, depuis Sarkozy, c'est plutôt ça. Peu importe ce que pense le peuple, on fait quand même, on écrase tout et on fait quand même. Donc il y a cette espèce de manque d'espoir dans tout ce qui est politique, malheureusement, alors que, enfin, à titre personnel, je crois véritablement en la noblesse de la politique, même si ce qu'on en a fait les moins. Mais je crois qu'il y a les gens, ils savent pas trop. Voilà, il y a l'extrême droite, il y a un anti-macronisme qui dépasse l'entendement et qui fait que les gens veulent arriver à des extrêmes parce qu'ils veulent voter contre Macron. Mais à titre personnel, je crois aussi profondément que l'enjeu n'est même pas sur les présidentielles, qui sera sur les législatives, bien plus que sur les présidentielles. Carl? L'antimacronisme est quelque chose que je comprends parce que, très franchement, pour avoir suivi, disons, presque tous les présidents de la Ve République, bon, j'étais encore très jeune, je ne votais pas, mais je me souviens très bien de De Gaulle, enfin des élections de 65, par exemple, où il a été mis en ballottage par Mitterrand. Je n'ai jamais vu de président de la République aussi détesté par une partie de l'opinion publique. Je pense qu'il y a quelque chose qui est, de ce point de vue-là, nouveau. Même Sarkozy n'a pas eu le même traitement. Et puis Dieu seul sait que je ne le porte pas dans mon cœur non plus. Bon. Alors, je pense effectivement, à quoi ça, beaucoup de gens doivent se demander à quoi ça sert. Parce que quand on croit à quelque chose et qu'on participe, l'élection présidentielle, je ne sais pas moi, 2007, 2012, et qu'on voit que ce qui avait été prévu, ce pourquoi on a voté, finalement, c'est pas ce qui s'est fait, on a été dans une autre direction, etc. On se dit, mais j'ai été pris une fois, on ne m'y prendra pas deux fois. Pour citer les vers du poète, tel est pris qui croyait prendre. Donc, je crois qu'il y a effectivement cette espèce de désamour qui est profond. Ça sert à quoi? De toute façon, quel que soit celui qui serait élu, il fera comme il veut. Puisque ça n'a aucune importance de dire une chose et de faire le contraire. Il n'y a pas de conséquences. On arrive à expliquer qu'on avait mal compris ce qu'il avait dit initialement, on a fait autrement. Bon, donc je peux comprendre ça. Sauf si un Premier ministre différent du président. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Très franchement, je n'ai pas suivi cette élection présidentielle comme j'avais l'habitude de le faire. Donc, si je prends à ma propre mesure, j'imagine que moi qui suis en général très intéressé par ça, le désintérêt que j'ai manifesté de manière assez systématique, ça doit être pire pour ceux qui étaient déjà désintéressés. Si je me prends comme étalon, en quelque sorte. Étalon de Sèvres, pavillon de Breteuil. Voilà. Oui, Charles. Un point, je pense aussi qu'il y a un sentiment que les jeux sont déjà faits. Et oui, ça, il faut se méfier. Il faut se méfier énormément. Ben oui, on disait qu'il a coulé à 33. Philippe, sur ça non, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas un spécialiste d'analyse politique. Mon expérience politique l'a prouvé. Non, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Moi, je suis persuadé qu'effectivement, il y a un désamour de la politique et pour cause, les promesses que l'on entend, n'est-ce pas, ne sont tenues que
ne s'adressent qu'à ceux qui les entendent. Ils ne sont pas tenus par ceux qui les font. Et je partage totalement l'opinion de Valérie. On n'est pas porté vers la... On n'a pas de projet. On n'a pas d'espoir, on n'a pas d'espérance. Et effectivement, je crois qu'il y aura une abstention importante. C'est l'analyse que je fais. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, alors il y a depuis plusieurs années, les politologues parlent de crise de la politique en France. Et qu'ils l'attribuent, entre autres, au système institutionnel. C'est pourquoi d'ailleurs certains à gauche disent qu'il faut changer de république, passer à la sixième. À la sixième république. Bon, mais il n'empêche, il y a une deuxième raison, me semble-t-il, c'est l'évolution générale des politiques publiques dans les pays occidentaux. La domination, notamment, je parle de ma discipline, l'économie, la domination sans partage du néolibéralisme et des recettes néolibérales au niveau européen, au niveau supérieur, au niveau du FMI, au niveau supérieur à l'OCDE. Bien. Les recettes sont les mêmes. Par exemple, la retraite, il faut passer la retraite en 65 ans. Bien que tous les sondages prouvent qu'en France, les gens ne sont pas d'accord. Bon. Par conséquent, et depuis des années, sur la question des retraites, je prends cet exemple, c'est le même discours. Bon. Autrement dit, les gens n'ont plus le sentiment qu'il y a une alternative. Auparavant, tu as parlé de Gaulle-Mitterrand, à cette époque-là, il y avait un programme de gauche, et puis il y avait un programme de droite. Il y avait, aujourd'hui, en plus... Pardon, avec Mitterrand, on était passé à la retraite à 60 ans? Oui, c'est ça. 81. C'est une réforme qui a été faite par la gauche. Bon, de même, on est passé aux 35 heures. Bon, maintenant, il est de bon temps, tous les économistes... Les 35 heures, c'est pas Mitterrand. C'est après. Si. C'est Mitterrand aussi, les 35 Oui, heures. d'abord les 39 heures et ensuite les 35 heures. D'accord. Ouais, et tu pensais que c'était Sarkozy? non, donc, si tu veux... Mais après Mitterrand, il n'y a pas eu que Sarkozy, il y a eu... Pour terminer mon propos, oui, pardon. Manque d'alternative, mais... Il avait mangé des pommes après. Mais... Moi, je mets en garde les Martiniquais et les Martiniquaises. Ah, c'est bien ça que je me dis. Je mets en garde les Martiniquaises et les Martiniquais, les citoyens, parce que dans ce système qui s'appelle 5e République, l'essentiel des pouvoirs sont concentrés au sommet de l'État. Alors, je vais citer quelques exemples. Rapidement, parce qu'on a presque fini, Oui. et il y a encore un sujet qui est important à voir. Alors, la protection sociale, l'économie, le droit du travail, la durée du travail, la politique outre-mer. On a parlé de chlordécone tout à l'heure. Toute une série de grands sujets qui touchent au quotidien des Martiniquais sont décidés par le président de la République dans cette République qui s'appelle la République française. Et par conséquent, ce n'est pas indifférent que ce soit X ou Y. Et je vais plus loin. Il y a un enjeu. L'enjeu, oui ou non, on va confier les destinées de la France à des partis d'extrême droite. Et par conséquent, de ce point de vue-là, il y a un devoir citoyen d'aller voter. D'accord, sans dire plus, pas dire plus. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Massacre de civils à Boutcha. Alors, j'ai cru comprendre que l'Angleterre va livrer des chars d'assaut à l'Ukraine. J'ai cru comprendre que les États-Unis semblent être dans la même pensée. Hein. L'Europe est à la traîne sur cette histoire-là, et d'autres autre chose peut-être. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, l'information que j'ai vue ce matin sur les écrans, c'est l'Europe part en guerre contre la Russie. Oui, mais le problème, c'est tout le monde a peur des réactions de Poutine.
Donc si l'OTAN commence à livrer, eh ben, tout le monde considère que Poutine va se dire que l'Europe est en guerre contre lui. Donc il faut entendre ça. Mais on est vraiment dans le règne de la fake news. Hein. On est dans le règne de la fake news. Boutcha, c'est des images satellites qui ont montré que les civils étaient attaqués par les Russes. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils répondent? Le Kremlin a répondu que c'est une mise en scène qui a été faite par les Ukrainiens, quoi. Que les Ukrainiens mentaient. C'est quand même assez fou. C'est clair qu'on a l'habitude de la propagande en temps de guerre. Hein. C'est presque quelque chose de normal. Mais à ce stade-là, on sait tous aussi que la guerre, c'est ignoble, c'est laid, c'est la mort, c'est triste, c'est ce qu'il y a de pire. Mais là, au-delà de l'horreur, on est dans le dégoût profond. On est dans le dégoût. On ne peut pas imaginer qu'en 2022, on tue des populations civiles comme sont en train de faire les Russes. Et il y aura un sujet avec le tribunal pénal international. Hein. Comme ça s'est passé pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda. Il y aura un sujet sur ça. Enfin, je ne sais pas. Karl ? Je vais prendre le problème par un autre bout. Comme je n'étais pas à Boutcha, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et très franchement, s'il faut croire, vous savez, depuis 1989, les cadavres exhumés à Timisoara, qui m'avaient absolument perturbé, au point que j'ai demandé à Armand Nicolas, feu Armand Nicolas, début janvier 90, au moment de lui présenter mes vœux, je lui dis, mais Armand, toi qui as été à plusieurs reprises en Roumanie, qu'est-ce que tu en penses? Je ne vous dirai pas sa réponse, mais je me rappelle de son visage. Il était aussi perturbé que moi, sinon plus. Parce qu'il faut se rappeler de ça. Et puis, ce n'est pas la seule fois. Oui. La guerre de Serbie a commencé à peu près de la même manière. Et on sait. Vous savez quel journaliste qui a découvert le poteau rose? Un journaliste qui a été tué par Al-Qaïda, Daniel Pearl. Il a été égorgé publiquement. Oui. Il a prouvé que c'était des services secrets bulgares qui voulaient rentrer, dont la Bulgarie voulait entrer à l'OTAN, qui avaient transmis de fausses informations à l'Allemagne de l'Ouest, à l'Allemagne, dont le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, le ministre de la Défense, j'oublie son nom, avaient évidemment rendu toutes ces informations publiques, prétendant que les Serbes jouaient avec la tête de cadavre. C'était absolument... J'ai les déclarations de Serge July, de Libération, les déclarations d'Edoui Plenel, des rédacteurs en chef du Monde. Et puis, comme un seul homme, l'OTAN est intervenu en Serbie. Quel est le pays que la Serbie, membre de l'OTAN, que la Serbie a attaqué? Personne. La coalition avait-il un mandat de l'ONU? Pas davantage. Alors, je suis très prudent. Bon. Donc, je vais prendre le problème par notre bout. Parce que je ne peux pas être là. Je suis avec vous, je ne peux pas être à Boutcha. Il y a un gazoduc, il y a même deux. Il y a deux gazoducs qui passent par le territoire ukrainien. Oui. Et qui prennent du gaz en Russie pour l'emmener en Europe. Oui. Le président ukrainien dit, sans doute avec juste propos, aux Européens, n'achetez pas. Le Parlement européen a dit, il faut faire un embargo total. Pas de problème. Et pour qu'il n'y ait pas qu'à faire mes robinets là. Il parle des Ukrainiens là. Puisque, pas ça, il y a un conduit de l'eau qui a passé caillou, il a les cailloux voisins, voisin qui a joué, ou pas les nids de l'eau, qui ça qu'on va faire? On va faire mes robinets, ou on va prendre masse et pour craser maïs, on va craser tuyaux. C'est tout. Oh, non seulement, ça continue. Vous savez combien d'argent ça représente? Jusqu'en 2025, 7 milliards. Les Russes payent, évidemment, pour le transit du gaz sur le sol ukrainien. En partie, l'Ukraine se sert en gaz, et en autre partie, on les paye en dollars. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette espèce de jeu, j'ai envie de la qualifier de jeu de macaque.
entre quelqu'un qui dit il faut arrêter d'acheter des produits russes, mais qui laisse le produit passer chez lui-même. Et comme je ne suis pas un macaque, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Alors pour le moment, je n'y comprends pas grand-chose. Il y a peut-être des gens qui comprennent, mais tant mieux pour eux, pas moi. Donc on va voir. Charles, un petit mot. C'est effectivement, Valérie, je rejoins Valérie, c'est une guerre de communication. Hein. Parce qu'il y a des saloperies qui sont faites par les Russes, c'est évident. Mais il y a aussi, certainement, des Ukrainiens qui mettent en scène. Donc, c'est comme tu dis, un jeu de macaque. Par contre, quand il s'est agi d'exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme, eh bien, la Russie a été exclue du Conseil des droits de l'homme. Oui, aujourd'hui. Mais il y a eu 93 voix pour, 58 abstentions, et le reste donc contre, ce qui fait que ça donne 82 pour les non et les abstentions et 93 pour l'exclusion. Quand on croit que le monde est anti-Russie, on se trompe. Je répète. Je n'avais pas ce chiffre-là. Voilà, ben je te le donne. Oui, mais l'abstention, c'est aussi quelles sont celles-là. Hein? Ben voilà, je te dis, il y a eu 93 pour l'exclusion de la Russie, donc au Conseil des droits de l'homme, et puis 82 pour les non et les abstentions. Autrement dit, la Russie a été exclue tout juste du Conseil des droits de l'homme. Donc, pour dire, et c'est encore une analyse personnelle, la guerre, c'est une saloperie. C'est quelque chose de sans nom, et que le peuple ukrainien là le vit de manière abominable, et je compatis énormément. Mais pour se poser la question de savoir pourquoi est-ce que il y a, et c'est surtout bien sûr les pays occidentaux qui ont voté contre. Voilà, la lecture de la volonté de l'occidentalisation, de dire que l'Occident est au centre des préoccupations et des valeurs mondiales, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein? Bien. Oui, juste, non, je vais laisser la parole à Michel tout à l'heure, mais très rapidement. Je suis totalement de l'avis de Carl. Moi, cette guerre, je la trouve étrange, et je la qualifie d'étrange guerre. Effectivement, les choses se passent normalement au niveau de ces échanges. L'Ukraine paie, la Russie livre. C'est quelque chose de fantastique qui se passe. Les choses, dans certains endroits, se passent normalement. Le président ukrainien fustige l'Europe pour que celle-ci puisse effectivement donner un armement. J'avoue que je suis étonné, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Mais il y a des horreurs qui sont faites, absolument. Ça, je ne les conteste pas, loin de là, loin de moi, cette idée-là. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et que l'Europe ne soit pas le centre du monde, il y a longtemps que l'Europe aurait dû se rendre compte de cela et ne pas faire l'insolent comme elle l'a fait, l'insolente comme elle l'a fait. Comme elle l'a toujours fait. Oui, et c'était inadmissible ce qui a pu se passer. Bon, je n'en dirai pas plus. Pour moi, donc, il y avait la drôle de guerre, mais celle-là, c'est une étrange guerre. J'en dirai pas. Michel a beaucoup de choses à dire. Deux observations. Je vais essayer d'être concis. Deux observations. La première, l'affaire de Boutcha se passe après une semaine où on commence à avoir une lueur de compromis possible. En particulier, les Ukrainiens avaient enfin accepté l'idée de la neutralisation de l'Ukraine, de la dénucléarisation et même d'une certaine démilitarisation. Bien. Ça, c'est la première observation. Et je ne suis pas sûr que dans le camp ukrainien, tout le monde soit d'accord avec ça. Il y a des partis extrémistes, notamment des partis néo-nazis, pour les appeler par leur nom, la division Azov, qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Bien. La deuxième observation, je vais citer Mme Anna Kolin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques à l'université de Paris-Nanterre. Elle s'interroge face aux preuves qui sont posées, qu'elles sont invincées. Mais elle est d'où, cette dame, en fait? Alors,
je vous dis, elle est à l'université de Oui, oui, Paris-Nanterre, mais, en France. Oui, elle est ukrainienne, elle est Je ne russe. sais pas. Je ne sais pas. Je D'accord. ne sais pas. Je ne sais pas. Anna Colline Lebedev. Elle a un nom à consonance soit russe, soit ukrainien. Parce que souvent les Slaves. Bon, en tout cas, elle s'interroge face aux preuves. Elle dit que s'accumulent des actes de violence insoutenables perpétrés par l'armée russe. OK? Bon. Comment un jeune homme ordinaire se trouve-t-il meurtrier de civils ou tortionnaire ou génocidaire? L'armée russe n'est pas une armée de mercenaires entraînés, exécutant de sang-froid des ordres. Côté soldats appelés et contractuels, nous avons de très jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, issus de milieux modestes et de province. Ces soldats ont été propulsés là sans préparation, sans information. Autrement dit, elle se demande comment des jeunes gens auraient pu se livrer à ce genre d'acte. Voilà. Alors, la question c'est que, comme l'a rappelé Karl, moi ce que je crains, c'est qu'on cherche, en montant en épingle des choses de ce genre, à donner un prétexte. Parce qu'il y a dans des pays occidentaux, il y a au sein de l'OTAN, notamment Jens Stoltenberg, le général Jens Stoltenberg américain. Il y a des gens qui veulent trouver un prétexte pour faire la guerre à la Russie. Pour donner une leçon à la Russie. Bien. Voilà. Alors, on a fini, mais c'est dommage parce que je voulais vous parler de l'interdiction de conduire aux personnes souffrant d'Alzheimer. J'aurais bien aimé savoir comment l'État pourra gérer cette histoire-là. Oui, vas-y, Karl. Je me suis renseigné parce que j'ai appelé Michel Ponama, qui est le président de l'association Alzheimer Martinique. Et j'ai été sur le site de France Alzheimer pour découvrir qu'il y avait une étude qui était en cours, qui devait d'ailleurs se terminer au mois de juin. Et les principaux intéressés ne comprennent pas pourquoi cette décision est prise maintenant. C'est ça. Pourquoi d'autant qu'il y a une vraie difficulté. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une jambe cassée. C'est quelque chose qu'il faut diagnostiquer. Ça prend du temps. Il y a des structures spécifiques pour le faire. Voir la mémoire, les questions de... Et entre le moment où la maladie se déclenche et le moment où les signes qui rendent la personne incapable de conduire, par exemple, apparaissent, il peut s'écouler un certain délai. Des années. Alors, pourquoi maintenant, alors qu'une étude était en cours? Je ne sais pas. D'autant que ça peut arriver des gens jeunes. Hein. Oui, mais bien entendu. Pas seulement des gens à partir de 60 ans montant. Je fais un parallèle avec un décret qui est sorti tout à fait récemment, qui m'a fait hurler de rire. Le gouvernement vient de prendre un décret pour augmenter la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Alors, il y a eu ça l'année dernière, et puis cette année. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit bravo, vraiment, j'ai applaudi chaudement, vive Macron. Et puis, j'ai lu la fin, j'ai dit c'est à compter du 1er janvier 2023. Alors, comme je pensais que Valérie Berthelot serait là, je lui ai dit, mais ça tombe bien. On pourrait demander les organisations syndicales d'enseignants et de fonctionnaires pour demander au gouvernement de prendre un décret pour dans 10 ans. On va être augmenté dans 10 ans. C'est tout à fait nouveau, ça, cette manière de faire. Alors, je ne sais pas si on se... Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Mais il y a peut-être des gens qui ne lisent pas jusqu'au bout. Hein. Ah ben, ils n'auraient pas vu que c'était en 2023. Ils se sont dit bravo, 1er janvier 2023. C'est pas pour tout de suite. Hein. Non, mais c'est quand même... Oui, alors c'est un décret, effectivement, du 23 mars, qui est tout récent. Et j'ai vu qu'effectivement, le directeur de France Alzheimer s'est étonné de la publication de ce décret, alors qu'effectivement, il y avait une étude en cours pour voir ce qui pouvait être fait, l'évolution des différentes maladies, n'est-ce pas, qui touchent le cerveau. Merci. Et qu'on leur interdise à quel niveau,
comment ça va être contrôlé, comment ça va être vérifié, parce qu'il y en a beaucoup de malades d'Alzheimer, excusez-moi, il y en a beaucoup, et ils conduisent ou ils ne conduisent pas, mais est-ce que pour... Il y a est-ce ceux que qui là, ignorent être atteints. Il y a ceux qui sont ignorants du fait de porter la maladie. Mais bien sûr. Et alors, est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir quel est l'état de la situation et quels ont été est-ce qu'il y a eu des accidents causés par des gens qui seraient atteints? Est-ce qu'il y a une étude de fait? Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de préparer leur coup d'après, parce que c'est souvent ça avec En Marche. Donc, ils commencent par interdire à une certaine population, même si, bon, on a l'impression que... Comment tu l'appliques? On a l'impression... Bien évidemment, tout le problème, ce sera un problème d'application de ça. Mais j'ai l'impression toujours qu'il y a un truc derrière qu'on ne voit pas dans un premier temps, et puis ils vont essayer d'aller vers des personnes plus âgées à partir d'un certain âge, à partir de je sais Michel, pas, par rapport à la vue. Je sens que c'est toujours ça avec les macronistes, il y a toujours quelque chose d'après. Même si on peut se dire, bon, oui, les malades d'Alzheimer se mettent en danger, ils mettent en danger les autres. Quand ils conduisent, certainement, on peut raisonnablement se dire ça, mais je sens qu'il y a un coup d'après. Je sens qu'il y a un coup d'après et ça ira jusqu'à une interdiction, un certain âge, etc. Mais voilà, c'est très habile. Non, mais Mais c'est toujours Valérie, comme ça, c'est même très dans habile. l'éducation, c'est comme ça. Alors, on laisse pas en l'échange pour terminer. ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'avais écrit. Oui, alors. Donc, le début de la maladie est difficile. Ensuite, ça sera certainement l'âge. Après, ça sera la vue. Après, ça sera des problèmes de santé. Après, ça sera des problèmes d'arythmie cardiaque. Après, mais c'est la porte ouverte. C'est puis l'âge. L'âge, bien sûr, c'est la porte ouverte à tous les critères. Vous savez déjà que le permis traditionnel, que je suppose que tous sur la table nous avons le papier rose, qui est ad libitum, hein. Bon, tu as ton permis. Oui, quand il est en carton, mais si tu le changes pour si tu le changes, il est valable 5 ans. Voilà, il est valable 5 ans. Bon, hélas, j'ai perdu le mien, donc j'ai le nouveau. Et quand, bon? Alors, quand tu l'as pour 5 ans, on ne te le renouvelle pas comme ça. C'est après une visite médicale. Un examen médical, oui. Pas possible. Mais si. Oui, Donc absolument. ne le perds pas, Michel. Ne l'offre pas à une femme. Ne l'offre pas à une femme. Parce que sinon on peut faire. Et c'est valable 5 ans après, on devait faire une visite médicale. Il ne faut surtout pas le changer. Ouais. Tu as ton permis comment toi? Rose, monsieur. D'accord, très bien. Oui, le bien rose aussi. Ouais. Ben oui, nous tous là sur la table. Sauf moi. Je sais pas comment tu as fait pour ne pas avoir de permis. Tu as perdu Non, il est tombé dans l'eau. En fait, mon portefeuille est tombé dans l'eau, il était dedans. Donc, et puis les gendarmes m'ont arrêté, ils m'ont dit que c'était pas le permis d'être plus présentable. Donc il a fallu que je le change. Voilà. Et en fait, quand je l'ai changé, je l'ai changé. Et alors j'ai dit que je l'avais perdu en fait, hein, mais il était très abîmé. Et quand ils m'ont envoyé le nouveau permis, ils m'ont dit que si je le retrouve, il n'est plus valable. Donc il a fallu que je m'en défasse. Voilà. Mais enfin bon. Tout ça, c'est ce que disait Valérie, c'est une manière c'est une annonce. Oui, ils avancent un petit pas. Bien, merci à tous les 5. Merci à tous les 5. Merci à toi. Ça a été une belle émission. Et je vous remercie d'avoir pu gérer le temps. Nous avons parlé de tout. J'ai même pu parler d'un sujet supplémentaire. Donc, c'est bien ça. Oui, donc on fera encore mieux. On est bien parti. Je vous souhaite un excellent week-end. Bientôt, ce sont les vacances de Pâques. Pour les professeurs, vous allez devoir vous reposer, vous remettre. Et corriger des copies. Voilà. Ah bon? Ben oui. Bien. Voilà. Je ne voulais pas t'embêter en parlant des vacances de Pâques. Tu vas manger des crabes en tout cas. Bien sûr. Bonne martiniquaise. Pas vraiment. Oui, voilà. J'aime tout. Des crabes? Bien sûr. Bien sûr. Philippe, des crabes? Oui, absolument. Michel? Même s'il y a un peu de chlordécone. J'aurai le plaisir de les manger avec j'ai un fils à moi qui réside en Côte d'Ivoire et qui vient avec son fils alors. Ce sera pour moi un grand plaisir de manger du crabe avec lui. Enfin, super. Les crabes qui viennent de Côte d'Ivoire ou... Ah non, des crabes martiniquais. Je plaisante. Donc avec du chlordécone, de la chlordécone. De toute façon, nous ne sommes pas nous en vacances, on se voit encore jeudi prochain si Dieu veut, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les 5. Excellent week-end. Et puis faites attention sur la route, on ne sait jamais. Si vous êtes attaqué par des femmes, on ne sait pas. Non, tout à fait. Chacun ses plaisirs. Allez, c'est fini. Merci beaucoup, Grégory. Et puis à très vite sur Zouk TV.